Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre. Tout premier gouvernement du second mandat de Patrice Talon. Oui, le sujet s'invite une nouvelle fois au cœur de votre émission 100% Bénin, mais sous un autre angle. Plus un changement technique qu'un remaniement ministériel au vrai sens du terme, la petite touche, mesdames, messieurs, apportée à l'équipe dirigeante, juste 2 entrées et 3 départs avec, à la clé, la suppression du ministère de la Communication et l'entrée au gouvernement du parti du Renouveau démocratique PRD continue de focaliser l'attention. Aux spéculations qui vont montrer, les clarifications du chef de l'État en personne n'auront visiblement pas suffi à rassurer. Premier gouvernement du second mandat de Patrice Talon, des remous à raison, c'est le thème en débat avec nous un universitaire et un éditorialiste à ma compagnie déjà confortablement installé, le docteur Paul-Marie Ouessou, enseignant, chercheur, il est théoricien de la gouvernance d'État. Docteur Paul-Marie Ouessou, bonjour à vous. Bonjour Joël. Merci de répondre à notre invitation. Oui, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir. En face de vous, il n'est plus à présenter, l'éditorialiste de renom Vincent Folly. Il est le directeur de publication de la Nouvelle Tribune. Vincent Folly, bonjour à vous. Bonjour Joël. Merci pour la disponibilité. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Le plaisir est partagé. Oui, on peut le dire, c'est du passé, ce remaniement très attendu. Grand-chose n'auront pas changé. Donc on clame, on prend les mêmes, on recommence. Mais 2 petites touches apportées et tollées, 2 sans suivre. Je me retourne d'abord vers l'université. Comment, docteur Paul-Marie Ouessou, comprenez-vous cette réaction qui a suivi ce remaniement technique qui devrait normalement amener, disent certains, les Béninois à se concentrer sur l'essentiel? Oui, bon, il faut dire que je ne sais vraiment pas pourquoi on s'attarde sur ce remaniement. En réalité, ça aurait pu, susciter pour moi beaucoup plus de réactions si il y avait eu beaucoup plus de changements. Mais le fait est que il y a un seul, deux changements, on va dire, et sur les 2 changements, ce qui retient plus l'attention, c'est la suppression du ministère de la Communication. Et bon, malgré que le président est intervenu pour expliquer un peu pourquoi il a fait cela, les gens ne semblent pas comprendre. Mais moi, je pense sincèrement que ça ne doit pas être la source de polémique parce que c'est lui qui définit l'architecture du gouvernement. Et puis, il faut aussi retenir que, bon, regardez un État comme les États-Unis, il n'y a pas de ministère de communication. Et c'est 15 ministères seulement. Vous voyez ce grand État-là, le gouvernement fédéral, c'est 15 ministres seulement. Donc, pour moi, il n'y a pas vraiment de polémique à faire au niveau de la suppression du ministère de la Communication. Il y a maintenant à observer, comme je l'ai dit dans d'autres émissions ici, il y a à observer comment le gouvernement et le président vont se comporter maintenant à partir de ce mandat. Ok, il faut suivre de près et tirer les conclusions. Oui. Alors non, on va suivre M. Vincent Folly. Oui, Vincent Folly, tollé qui ne dit pas son point, le chef de l'État a dû lui-même apporter des clarifications. Et pourtant, ça continue de se chuchoter. Oui, merci de me donner la parole. Je ne partage pas totalement les propos de mon ami, le professeur Ouessou, qui est spécialiste de la gouvernance. Il a parlé des États-Unis, où il n'existe pas de ministère de la Communication. C'est vrai. Mais le Bénin n'est pas les États-Unis. Nous sommes un pays jeune et les choses ne se passent pas de la même manière de part et d'autre. Et je voudrais demander au professeur de ne pas avoir une orientation
conformément à sa spécialité, un prisme orienté vers les États-Unis et de voir le Bénin dans l'Afrique. Je veux dire quoi? Je ferai deux remarques. Avant ça, vous permettez. Oui. Vous avez dit le Bénin est un État jeune. Oui. Parfait. Nous sommes État jeune. Mais qui aspire à devenir grand, peut-être le prochain. Mais nous ne sommes pas grands. Il ne faut pas se leurrer. Le président se leurre en disant il faut faire comme les grands pays. Non, il faut faire comme nous sommes actuellement. Nous sommes des Africains, nous sommes en Afrique. Et l'information joue un rôle important. C'est le droit du citoyen à l'information. Voulez-vous dire que les remous qui s'observent, vous les comprenez? Je comprends et je vais expliquer pourquoi. Bon, okay. Le droit du citoyen à l'information est un droit constitutionnel. Le ministère de l'Information ne devrait pas disparaître. Ajouter aujourd'hui à ce qu'on appelle la communication, qui est tous les moyens d'information qu'on a aujourd'hui. Il y a les journaux qu'on avait, les télés, les radios, et il y a aussi les réseaux sociaux aujourd'hui. Donc le ministère ne peut pas disparaître, de mon point de vue, et je vais l'expliquer. Mais je ferai deux remarques de forme pour ce gouvernement. Moi, je ne m'attendais pas, lorsqu'on a fait 5 ans à la tête d'un pays, et qu'on voit son mandat renouvelé, on est étonné qu'il n'y ait que 2 changements. La polémique qui se développe aujourd'hui se comprend. Moi, je comprends ça. Parce qu'après 5 ans, on est fatigué de voir les mêmes personnes. Il y a des gens qui auraient pu partir du gouvernement. Je ne citerai pas pour ne pas faire des jaloux. Il y a des ministres qui sont complètement absents, qui ont été reconduits. Complètement absents. Attendez, ils ne sont pas là, vous voulez dire? Mais on ne les voit pas. Le ministre délégué à la défense, c'est qui? Vous connaissez son nom? Un certain Noati, qui a remplacé le bouillant candidat Zanaï. Est-ce qu'on le voit? Mais un ministre, ça se voit. Il est ministre des hommes en armes. Et il y a eu des situations où on a besoin de lui. Mais rien. Il a délégué son pouvoir. Non, il est d'abord délégué. Oui, il est ministre délégué. Il a délégué son pouvoir. À qui? Les hommes opérationnels, vous les voyez sur le terrain. Ah bon? Et quand ça et va ne parle jamais. Non, ce n'est qu'un exemple. On ne va pas traîner sur les personnes. Donc, remarque de forme, c'est d'abord la manière dont le gouvernement a été composé. Le chef de l'État a été obligé d'intervenir sur une télé privée que l'on ne remarque même pas. J'ai dû demander le soir, là, on m'a dit, le chef d'État est en train de parler sur une télé, c'est quoi iTélé? On a dit, quel numéro? 275. Quand j'étais parti, il avait déjà fini d'intervenir. Bon, non, s'il te plaît. Ouais. Okay. Et il avait fini d'intervenir et je voyais les confrères discuter de ce qu'il a dit. C'est après que j'ai eu les propos du chef de l'État sur la nécessité de supprimer le ministère de la Communication parce qu'on ne peut pas faire de la propagande. Non, je crois que l'information, c'est un droit régalien que le pays, que un gouvernement doit pouvoir diriger. Les révolutionnaires l'ont compris dans les années 70, qui ont créé même ce qu'ils appellent le ministère de l'Information et de l'Orientation nationale. Le MISON, le fameux MISON, dirigé par quelqu'un qui vit toujours à Zonho, pour ne pas le nommer. Ce ministère existait. Mais bien avant le MISON, l'information comme droit des citoyens et se manifestait dans les rues à côté de nous. Il y avait à Bégamé, moi je suis né quelque part à Saint-Jean-là, et il y avait une radio publique à là où il y a le centre médical là, les gens venaient écouter la radio là. Et vers Jéricho, il y avait une radio aussi. C'est une époque où l'information n'était pas suffisamment diffusée. Mais aujourd'hui, plus que jamais l'information est utile. Il doit avoir un ministère de l'information pour savoir comment. Il faut informer la population de ce qu'on fait. Donc le chef d'État ne peut pas parler de propagande. Il peut faire sa propagande parce que quelqu'un va l'écouter, mais il doit pouvoir informer de ce qu'il fait. Donc le ministère de l'Information doit exister parce qu'il y a des branches. Les médias audiovisuels. Il y a des médias du service public. Qui sont les interlocuteurs? Quel est le ministre qui va diriger leur carrière? C'est vrai que le ministère de la fonction publique dirige la carrière de tous les fonctionnaires. Mais le ministère de l'Information doit pouvoir réglementer le système de l'information. Parce que nous, on est du privé. Nous, de la presse privée, on n'a rien à voir avec le ministère de l'Information. Mais le ministère doit continuer, de mon point de vue, d'insister. Sinon, moi, je vois qu'il y a un problème. C'est mon point de vue. Donc, en supprimant ce ministère, on pourra revenir
on supprime le droit du citoyen à être informé. Et le devoir de l'État à régler l'information, parce que l'État veut orienter. Surtout, on parle de réforme. Qu'est-ce qu'il veut faire? On ne nous explique rien. Et nous découvrons les réformes à partir des lois que les gens prennent nuitamment. Il doit y avoir un ministère de l'information. Moi, je ne crois pas qu'on puisse supprimer. C'est un débat qui doit se faire. Donc, il y a question de forme, c'est la manière dont on a nommé les ministres. Il y a 23 ministres. Il y a eu un décret nommant les ministres. Il y a eu un autre décret nommant M. Ouin-Ouro, secrétaire général à la présidence. Oui. Vous avez vu. Comme adjoint, on a dit, secrétaire général adjoint, notre confrère Wilfrid Léon Mbouéji. Félicitations à lui. Puis, un autre décret où on a nommé des secrétaires généraux adjoints, où il y a Cyril Goubedji, il y a un autre, et on a dit premier secrétaire général adjoint du gouvernement, deuxième secrétaire général adjoint du gouvernement, et troisième secrétaire général adjoint du gouvernement. Est-ce que vous avez remarqué ça? Lorsque vous lisez, vous voyez que le titre de notre confrère n'est que secrétaire général adjoint. Mais quel rang occupe-t-il? Puisque après, il y a un décret qui nomme premier secrétaire, deuxième secrétaire, troisième secrétaire. Moi, ça me pose un problème dans la forme. Et puis, l'autre confrère est ministre, il est adjoint. Non, il est adjoint de quelqu'un, c'est-à-dire adjoint du premier secrétaire, et ils ne sont pas membres du gouvernement. Et ils portent la parole d'un gouvernement. Moi, ça me pose un problème. Parce que les secrétaires généraux tels que je les ai connus sont des gens qui assistent en conseil des ministres, c'est eux qui prennent note, qui font le relevé, qui rédigent le communiqué. C'est le secrétaire général, ça. Il y en a un premier, deuxième. Dans le temps, on n'entendait même pas parler d'eux. Maintenant, on nomme un secrétaire général adjoint, sans rang, sans préciser son rang, et il n'est pas membre du gouvernement, et il est le porte-parole du gouvernement, pendant que le titulaire n'est rien. Moi, ça me pose un problème de préséance, de qui dirige quoi. On ne peut pas porter la parole de quelque chose dont on n'est pas membre. Moi, ça me pose problème. Et ça, ce désordre a commencé depuis Yahi, où des gens qui ne sont pas ministres assistent au conseil des ministres. On les voit, on dit les conseillers d'État, ils assistent au conseil des ministres. C'est du désordre. Par le passé, ce n'est pas ça. Ce sont les ministres qui assistent. Et on fait appel à des gens extérieurs qui viennent faire des points substantiels et ils s'en vont. Mais depuis le gouvernement de Yahi, cette dérive a continué. Et aujourd'hui, il y a même un ministre conseiller. Ça signifie quoi? Un décret nommant un certain Aguemon, ministre conseiller aux investissements. C'est quoi ce titre? Le ministre conseiller, je vois ça en diplomatie. Le théoricien de la gouvernance d'État va nous éclairer. Il va nous éclairer, mais moi je suis gêné par la forme de la présentation. Ensuite, lorsqu'on forme un gouvernement dans les pays, en Côte d'Ivoire où j'ai vécu longtemps, la France, il y a un porte-parole de la présidence, de l'Élysée, pour parler de la France. Et aux États-Unis, comme mon ami est orienté vers les États-Unis, il y a un porte-parole de la Maison-Blanche, qui est différent. D'abord, il n'y a même pas un porte-parole du gouvernement aux États-Unis. Mais en France, il y a un porte-parole du gouvernement. En Côte d'Ivoire, il y a un porte-parole du gouvernement. Mais il y a un porte-parole de la présidence. Et lorsque le président fait un remaniement, c'est le porte-parole de la présidence qui prend la parole. Parce que ce n'est pas le porte-parole du gouvernement. Notre confrère est porte-parole d'un organisme dont il n'est pas membre. Moi, ça me pose un problème. Il faut que le chef de l'État corrige. Et il faut qu'on rétablisse le ministère de l'Information. C'est un débat qui doit être mené et avec les professionnels qu'on sache. On ne peut pas supprimer un ministère aussi important de façon aussi chose. Nous sommes un pays en développement. Le gouvernement a besoin d'informer les gens. C'est l'absence d'information qui amène les dérives que nous voyons. On fait des lois et c'est bien après que nous apprenons que des lois étaient prises. C'est ma position. Théoricien en gouvernance d'État, sur la forme, faudrait-il vraiment revisiter les données et fait des ajustements? Bon, non, en fait, moi, je voudrais simplement... Je voudrais remercier le DP Folie. Et il faut dire que j'ai fait un bref séjour à la Nouvelle Tribune en 2001, oui, en tant que journaliste. Pour notre honneur. Donc, je comprends un peu un certain nombre de choses. Moi, je voudrais dire ceci. Je voudrais dire... qu'il faut que nous gardions vraiment la tête sur les épaules et rester calme par rapport à ce qui se passe. Le président a dit qu'il aspire et aujourd'hui il a au moins
donner ses références. Avant, nous le confrontions à, disons, son modèle, c'était le Rwanda. Nous étions en train de dire des choses comme ça, n'est-ce pas? Et moi, je suis heureux qu'il précise aujourd'hui, et il a insisté là-dessus, que son modèle n'est pas les pays qui sont sur le même palier que nous, encore que le Rwanda n'est même pas encore à notre palier en termes de développement économique et en termes de développement, disons, démocratique. Je crois que cette précision de référence était importante pour nous situer, pour que nous sachions où nous allons. Maintenant, quant à la suppression du ministère de l'Information... D'abord, il a parlé de la forme, avant d'en arriver au fond. Oui. Dans la forme, est-ce qu'il faut en tenir compte ou on peut passer l'éponge? Bon, dans la forme, personnellement, moi, j'ai rien contre la forme. Parce qu'en réalité, le DP est un peu procéduriel, très organisé. Pardon. Non, mais en réalité, il faut clarifier les choses. Non, mais en réalité, il faut voir que le président est plus organisé. Ah bon? Oui, plus organisé en termes de façon d'agir. Vous avez vu que les ministres n'agissent pas de façon disparate, comme avant. Vous avez vu que, je veux dire, avant son mandat, vous avez vu qu'aujourd'hui, les ministres ne se tirent pas dans les pattes comme avant. Il y a beaucoup de choses qui ne se font plus comme avant en termes d'organisation et de mise en route de toute la machine. La machine fonctionne. Et la machine, on le sait, a actionné de quelque part. Et donc, que ce soit, disons, une nomination avec, disons, un point adjoint qui n'est pas attaché à quoi que ce soit, ça se fera dans le mouvement que nous connaissons déjà depuis. Donc, en réalité, moi, ça ne me pose pas un problème. Par contre, et je voudrais dire que dans le même sillage, la suppression du ministère de l'Intérieur, de l'Information, ne pose pas un problème. Parce que, à faire référence à la Révolution, nous appellerons le gouvernement qui déjà fait de la propagande, ça fait beaucoup de propagande, ce gouvernement, je veux dire le gouvernement du président Talon fait beaucoup de propagande sur les réseaux sociaux, enfin, il y a beaucoup plus de communication, sauf que la communication pour éduquer n'existe pas. C'est ça l'information. Non, l'information, c'est, disons, enfin, nous partageons quand même les faits. Oui, les faits. Les lois qu'on veut prendre. Il faut informer les gens. Oui, bien sûr. On ne peut pas. Ce qui se passe dans le pays, le président pense à quelque chose et vous dites oui, c'est mieux organisé, c'est vrai. Les ministres ne se tirent pas entre les pattes, c'est vrai. Mais c'est lui qui donne le tempo. On dirait que c'est un gouvernement, c'est comme une entreprise où quelqu'un dirige, il pense à la place de tout le monde. Il vient pour dire, moi j'ai décidé de supprimer le ministère de la communication. C'est son droit. Nous verrons à l'œuvre. Moi je ne le dédie pas, mais moi j'analyse, je le commande et je lui dis, mais cette position doit faire l'objet d'un débat dans un petit cercle. Vous voulez supprimer, vous pouvez remplacer par quoi? Et vous voyez, son explication a été faite. Or annonce de l'événement, c'est-à-dire du remaniement. Normalement, moi j'ai vu en Côte d'Ivoire, ou j'ai vu en France, lorsqu'on crée un nouveau ministère, où on fait un remaniement, c'est le porte-parole du chef de l'État qui vient expliquer. Voilà, on a fait telle retouche, on a passé. Le chef de l'État n'a pas besoin d'intervenir. Mais il est intervenu sur une télé privée. Il devait nous parler sur la télé, c'est-à-dire de service public, où tout le monde est avec un porte-parole qui dit à peu près ce qu'il dit. Il n'a pas besoin d'intervenir. J'ai écouté son discours qui était très hésitant. Il y avait beaucoup de mais non, c'est pas utile. On écrit et la personne nous lit pourquoi on a changé ceci. Quelles sont ces visions? Mais j'ai l'impression que c'est lui qui a une vision. Il l'impose à tout le monde. C'est ça qui gêne dans la façon de diriger le pays, mon cher professeur. Non, en fait, il faut garder le calme. Je suis calme. Il faut garder le calme malgré tout cela. Oui. Ce que moi je pense, franchement, c'est... non, il faut
il faut qu'on s'élève au-dessus de certaines considérations. Lesquelles Moi, je n'ai aucune considération. Non. Il y a dans ce qui a été dit, une réalité. Et moi, j'aurais souhaité que le président, disons, aille dans ce sens, le sens de créer un porte-parole de la présidence. Le rôle du porte-parole de la présidence, comme il l'a dit, c'est d'expliquer au jour le jour, même la pensée du président. Parce que le président, lui, il est dans l'action. Il n'a pas le temps de s'expliquer. Et le porte-parole discute avec le président et discute avec le président tous les jours. Et il y a un briefing qui lui permet, lui, de venir, disons, presque parler comme le président. Oui, mais ça permet que les réformes ne nous tombent pas dessus. Comme aujourd'hui. Voilà, comme ça. Et que nous soyons obligés de courir pour comprendre. Et donc, on est dans la polémique autour des réformes. Ça permet véritablement aussi de comprendre un peu le fond. Vous voyez, par exemple, quand il s'est expliqué la dernière fois, j'ai dit tout à l'heure que c'était bien qu'il se soit expliqué, nous connaissons désormais ses références. OK. Et on aurait pu connaître ces références depuis. S'il y avait un porte-parole qui expliquait, qui pouvait dire pourquoi ça, et au quotidien. Et c'est complètement différent du porte-parole, de ce qu'on peut appeler porte-parole du gouvernement, comme il a expliqué, ça n'existe pas. Lorsqu'on prend le contexte béninois, où on veut aller de l'avant, mais en faisant les choses dans toute rationalité, comme on dit, est-ce qu'on ne peut pas se permettre de cumuler les deux pour ce porte-parole de la présidence et porte-parole du gouvernement? Non, pas du tout. Parce que le porte-parole de la présidence, c'est le président qui parle. Quand il dit quelque chose, c'est le président qui a dit. Il dit même ce que le président pense et qu'il n'a pas dit. Donc, il faudra qu'il reconnaisse qu'il l'a dit. Donc, il ne faut pas le penser. Il ne va pas passer à la place du président. Non, parce que il ne pense pas à la place du président. Non, parce que comment dirais-je, le porte-parole du gouvernement, du président de la République, c'est celui-là qui connaît les stratégies, qui connaît là où on va, la vision, les hommes à mettre en place là, et qui donc peut expliquer pourquoi nous agissons comme ça, pourquoi nous faisons ceci. Et notre confrère est à l'aise dans ce domaine, puisque je le vois développer la vision du gouvernement, le PAG, on veut aller ici, on veut aller là-bas. Notre confrère, je parle de notre confrère, bon, qui a été promu, et c'est bien pour lui. Mais il faut que ce soit... Il ne peut pas être porte-parole du gouvernement. Moi, c'est ça que je dis. Il doit être porte-parole du président de la République. Le fait de ne pas être membre du gouvernement et porter la parole du gouvernement, ça pose un problème. Bon, là, professeur, admets-le. Non, là également, mais ne lui mettez pas la pression. Non, le professeur quand même. Il est libre. Oui, là également, il faut porter les gants pour parler. Parce que, en vérité, dans un premier temps, il faut qu'on revienne un peu sur ce qu'il a dit par la suppression du ministère de l'Information. Oui, parce que c'est lié à ça. C'est lié au fait que lorsque il y a des agences, vous voyez, qui gèrent des agences gouvernementales, qui ont certains rangs, que le président est libre d'inviter à siéger au sein du cabinet de gouvernement. Je ne sais pas si vous comprenez. Par exemple, le directeur de la CIA siège au Conseil des ministres aux États-Unis. Le directeur et ça c'est récent, hein, c'est avec Biden que ça a commencé, le directeur des questions de l'environnement siège au gouvernement. Vous voyez à peu près. Donc quand c'est une question de haute portée gérée par une agence, le président est libre d'inviter cette agence-là à siéger au Conseil des ministres. Et donc, moi je crois que le président a encore les cartes en main. Tout ce que moi je voudrais souhaiter, en dehors de la forme, de ce qu'on peut penser de la forme et qu'on peut dire de la forme. C'est ce que moi je voudrais souhaiter, c'est que le président aille vers cet état d'esprit que ce mandat qu'il a là, le deuxième là, c'est un mandat hautement stratégique pour le Bénin, pour l'histoire du Bénin. Et pour lui-même qui a dit qu'il voudrait bien entrer dans l'histoire.
c'est hautement stratégique. Vous conseillez entendu. Alors, on va évoluer au niveau... Non, en fait, ce n'est pas que conseil. Oui. Ce n'est pas que conseil. C'est des suggestions. C'est hautement stratégique en ce sens que, vous voyez, le gouvernement, il a dit que le gouvernement n'a pas changé en tant que tel et qu'on est fatigué de voir certains et qu'on aurait souhaité que ça change. C'est vrai. On peut supposer que ça va être dans la continuité parce que toute l'équipe est en place. Donc les pensées n'ont pas changé, les personnes n'ont pas changé, un certain nombre de choses n'ont pas changé. Mais ce qui est important à retenir, c'est que ce mandat qui est là, ce mandat qui a commencé le dimanche, c'est 2 dimanches maintenant, non. Ce mandat-là ne peut pas ressembler au mandat passé. C'est-à-dire que même si c'est le même gouvernement, le mandat qui est en cours... Pourquoi ne doit-il pas ressembler? Oui, parce que le mandat passé, rappelez-vous, j'ai toujours dit ici que le mandat passé était un mandat de transition. Maintenant, la transition est terminée. Et nous relançons maintenant un nouveau cycle de vie politique. C'est-à-dire que ce qui va se passer au cours de ce mandat-là, nous en avons, pour qu'il y ait un autre changement, nous en avons pour au moins 30 ans. Alors, est-ce qu'on est bien parti? On va apprécier quelques éléments comme annoncé. On reste à ce niveau. Ce ministère qui fait, malheureusement, heureusement, ça dépend de quel côté on s'y met. Vous êtes la configuration. Le professeur pense qu'on peut y aller. C'est à l'acte qu'on pourra apprécier. Vous, tout de suite et maintenant, il y a des choses à revoir. Le ministère qui n'existe donc pas, les attributions sont où? Il y a eu quelques déplacements, des éléments envoyés vers la HAC, d'autres vers d'autres ministères. On va commencer par quel bout? Je reste avec vous. Quel pan vous choisissez? La HAC avec ces nouvelles attributions. Votre regard? En s'immisçant dans les attributions de la HAC, le président fait une intrusion dans la révision de la Constitution. Qu'appelez-vous émission? Il fait une émission parce que la HAC, pas le consultant, le constituant primaire a créé la HAC comme une institution de contre-pouvoir. Tout à fait. Pour garantir et protéger la liberté de presse, la liberté d'expression. C'est le rôle de la HAC. Le gouvernement n'a rien à voir. Si on doit toucher la loi organique, ça doit se faire avec les acteurs que nous sommes, avec les citoyens. Ce n'est pas une loi à prendre en catimini. Nous sommes là pour leur dire que ce n'est pas comme ça qu'il faut le faire. Loi en catimini. Non, ils veulent réviser la loi organique. On en parlait depuis quelques années. Ils n'ont qu'à réviser. Mais ils ne peuvent pas revenir sur le principe que la HAC est un organe de contre-pouvoir et non un appendice du gouvernement tel qu'elle fonctionne aujourd'hui. Je suis bien placé pour le savoir. Lorsque, par exemple, les dernières élections sont arrivées, on a dit oui, qu'on va sélectionner des journaux, des télés pour passer la publicité des candidats. Mais au nom de quoi? C'est la HAC qui doit insister. Quel est son rôle? Ce n'est pas son rôle. Mais moi je suis privé, je peux aller prendre la publicité chez n'importe quel candidat. Mais on dit, on a sélectionné des journaux. Et j'ai vu les confrères. J'ai vu un seul protester, c'est le président de l'association, je crois. Les promoteurs, mais il a protesté. En fait, c'est pour qu'on incluse les gens dans le partage. Et parce qu'on a oublié certains. Mais moi, je ne suis pas de cet avis. Si j'étais un fonctionnaire, moi, j'irais prendre la publicité où je veux. Chez qui je veux. Parce que nous sommes dans un régime libéral. Et ce n'est pas à la HAC de réglementer aujourd'hui la publicité politique telle qu'elle doit être distribuée. Soyons factuels. Je vais être très clair. Soyons factuels. Oui, allons-y. Les nouvelles attributions de la HAC. Mais il n'a pas fixé. Oui. Mais bien sûr, ça pose problème. De quel point il dit que la formation, la HAC s'occupera de la formation et de la déontologie. Oui. Et le côté distribution de l'aide ira aux finances. Moi, je n'ai rien contre. Aujourd'hui, parce que l'argent public est donné, et pendant les 5 ans, ils n'ont rien donné. C'est 350 millions, ils n'ont rien donné pendant les 5 ans. De quel argent il parle? De quelle subvention il parle? Un nouveau mandat, peut-être pour se rattraper. Non, s'il vous plaît, il doit se rattraper et payer les arriérés. Parce que les journaux existent, il faut leur donner les moyens de vivre. Le constituant primaire a décidé de donner un fonds pour aider la presse. Oui. Et la presse s'est organisée pendant ces années-là pour créer un fonds de développement de la presse. Mais ça n'a jamais pris corps. Maintenant, le président dit,
ça va être au ministère des Finances. Moi, j'ai rien contre. Parce que les finances, c'est les finances publiques. Et lorsque vous avez vous dépensez l'argent public, il faut rendre compte. Moi, j'ai rien contre ça. Mais il dit, l'ARC va s'occuper de la formation et de la déontologie. Oui, elle s'occupait déjà de ça d'une certaine façon en faisant organiser des séminaires. Les organisations de presse aussi organisaient des séminaires. Mais ce n'est pas que ça le rôle de la HAC. La HAC est un organe de contre-pouvoir. Vous craignez oui, qu'elle devienne un appendice du pouvoir comme elle est. Le théoricien aujourd'hui va peut-être vous rassurer. Non, il ne va pas me rassurer. Est-ce qu'il y a de craintes à avoir dans cette nouvelle vision des choses? Tout à l'heure, j'ai dit que le mandat qui est en cours ne peut pas ressembler au mandat passé. La HAC est une institution de contre-pouvoir. Ça ne peut pas en être autrement. Et moi, j'ai dit déjà une fois que le président doit maintenant assurer que ces institutions-là fonctionnent normalement. De manière autonome, indépendante du pouvoir exécutif. C'est-à-dire que si, tel qu'il l'a annoncé lui-même, c'est son dernier mandat, s'il ne fait pas de sorte que les institutions-là, toutes les institutions de contre-pouvoir fonctionnent désormais de façon normale, contrairement à ce qu'on a vu pendant les 5 ans, c'est que lui-même se met en insécurité politique. Attendez, durant les 5 ans passés, les institutions n'ont pas fonctionné normalement? Non, pas comme ça. C'est un peu ce que le DP a expliqué, que la HAC, on a vu un peu la HAC un peu devenir gendarme tout au long du mandat. Sanctionner ci, supprimer telle radio, supprimer ci. Aux États-Unis, je donne l'exemple parce que c'est l'exemple. Il n'y a pas un organe de régulation, c'est un organe d'autorégulation qu'il y a aux États-Unis. Aux États-Unis, mais vous ne verrez aucune radio, aucune presse fermée parce qu'on a publié une information. Sinon, on va au tribunal. On juge les gens. Oui. Et si les gens ont tort, on leur applique la sanction qu'il faut appliquer. C'est ce que dit la loi, mon cher professeur. La loi dit que lorsque vous diffamez quelqu'un, que ce soit le président de la République ou le citoyen lambda, c'est le tribunal. Et le juge peut suspendre un journal. Et c'est écrit dans le code de déontologie, le nouveau code. C'est c'est 3 mois que le juge peut prendre comme sanction. On ne peut pas supprimer un journal de manière abusive comme on l'a fait dans mon cas, mais je les regarde puisque j'ai gagné mon procès au tribunal. Alors, mais il faut qu'on applique la avec son nouveau manteau, ses pouvoirs en complément, si vous voulez, est-ce que ça ne vous inspire pas? Non, pour moi, c'est une immixtion dans le travail de la HAC. Et si ça doit se faire, et elle ne doit s'occuper que de la formation et de la déontologie, elle le fait déjà, elle l'a déjà dans cette ambition, elle doit s'occuper de faire quoi? De protéger les libertés. Ok. Voilà. Oui, c'est fondamental ce qu'il dit, parce que la protection des libertés, comme je le dis, ce n'est pas seulement pour nous qui parlons aujourd'hui. Pour lui-même. Pour le président lui-même. Et comme je l'ai dit, vous voyez tel que les 5 dernières années se sont passées, et tous les remparts de protection que le citoyen lambda a ont été démolis. Les partis politiques qui sont le rempart politique, du point de vue politique, ont été, disons, complètement affaiblis. Mais le problème est que et si ça continue comme ça, jusqu'à la fin du mandat qui est en cours, le président est parti. Et il s'en va sans savoir celui qui va venir sans être dans sa tête, sans être dans son cœur. Vous faites des hypothèses, mais il ne faut pas oublier non plus que en cours de route, les citoyens peuvent aussi opérer autre choix. Et que la Constitution, il peut y avoir des modifications. Oui, c'est possible, non? Oui, mais tout cela. Le mandat du chef de l'État. Non, que le président continue. Non, moi je ne me mets pas dans cette perspective. Je veux croire. Vous avez cru bêtement. Vous avez cru au premier mandat de transition. Je l'ai cru, mais il avait le droit. Mais cette fois-ci, il n'a plus le droit. Il n'a plus le droit parce que non, il n'a plus le droit. Logiquement,
ce que lui-même a mis dans la Constitution. S'il y avait un incident en cours de route, comme ce fut le cas pour le premier quinquennat, il n'y aura pas d'incident. Il n'y aura pas d'incident parce que le Bénin est plus grand qu'un homme. Il n'y aura pas d'incident. On suivra ensemble. Mais ce qui est important à préciser, il n'y aura pas d'incident. Il a prévu partir, il partira. Et moi, je souhaite qu'il fasse tout pour que, avant de partir, toutes les institutions soient restaurées dans leur fonctionnement tel que cela se doit, pour que lui-même, après son départ, soit protégé. Nous aussi, nous retrouvions la protection. Merci beaucoup pour les mises au point. La question de la Poste, qui, pour certains, aurait pu trouver un autre atterrissage, or très stratégique, est-ce qu'on a mal fait que de faire le positionnement qui a finalement été retenu? Oui, je vais en parler, mais avant ça, je reviens sur le gouvernement en tant que tel qu'il a été formé. Nous avons dit, et moi je l'ai dit, que c'est un remaniement technique qui n'avait pas besoin d'être. On aurait dû faire un vaste remaniement parce qu'il vient de passer 5 ans. Nous sommes habitués à des gens qui, par surcroît, de mon point de vue, n'ont pas que réussi, si tant est qu'on peut dire qu'ils ont réussi. Moi, j'estime que toute la politique de réforme qu'il a appliquée a abouti à un échec. L'échec toute la réforme. Ah ben bien sûr. Toute la réforme. Mais bien sûr. Sans mettre un peu de la réforme politique qui est la réforme mère qu'il a instaurée a été un échec. C'est-à-dire faire en sorte que les partis deviennent les vrais acteurs de quoi? Du système. Le système partisan, il avait dit qu'il y avait trop de partis. Maintenant, il faut instituer 2 ou 3. Il l'a fait. Mais pour aboutir à quoi? Vous avez vu comment les élections se sont déroulées? Vous avez vu? Est-ce la photo-réforme aux hommes? Mais bien sûr, c'est l'échec patent de la réforme du système partisan qui a fait en sorte d'exclure des gens pour les élections législatives, d'exclure encore pour les communales et de venir exclure avec le système du parrainage, d'exclure encore des gens qui devaient se présenter aux élections, à l'élection présidentielle. C'est ça. Et cet échec, c'est vu clairement le jour de l'élection. Est-ce que les gens se sont déplacés? À mon avis, non. Les 50% qu'on a retenus comme taux de participation, moi, je crois que c'est du domaine du fictif. Et je suis prêt à le démontrer. Nous en avons parlé ici. Maintenant, cela dit, moi, je dis que c'est un gouvernement qu'il aurait dû refondre complètement parce que sa réforme fondamentale a échoué. Et je veux voir, parce qu'il a organisé une grande tournée avant de commencer la campagne. Et tous les ministres, qu'ils soient de telle région, l'ont accompagné dans leur région. Comment les gens ont voté? Il y a un journal qui a affiché hier matin ou ce matin que les résultats, que le remaniement n'a pas tenu compte du poids électoral des acteurs du gouvernement. On n'a pas tenu compte des acteurs, c'est-à-dire que lorsqu'on prend les membres du gouvernement un à un, et qu'on tient les résultats, ils ne représentent pas grand-chose. Si on devait tenir compte de ça, il y a certains ministres, la plupart des ministres ne seraient pas reconduits. Regardez. Il n'a pas fait un remaniement politique. Il n'a pas voulu faire un remaniement, il a tort. Parce qu'il dit, les gens ont travaillé, les programmes sont là. Et quel programme? En fait, nous avons le PAG. Le PAG, c'était pour 5 ans. On n'a pas dit que c'est pour 10 ans. Pourquoi il devait faire un autre PAG pour le second mandat? Pourquoi il dit que les choses, que si on remet d'autres personnes, ils mettront du temps pour s'acclimater et que lui ne veut pas. Ils vont s'acclimater à quoi? Il y a un intellectuel qu'on nomme à un poste, il est capable de s'adapter en un temps record à une situation donnée. Ce n'est pas en mettant la même personne qui est habituée parce qu'il veut faire carrière ministérielle. Quand on est ministre, on n'est pas pour la vie, hein. On n'est pas pour 10 ans. La plupart des ministres, c'est 2 ans, 3 ans. Vous n'oubliez pas que c'est lui qui mon avis est qu'il y a des ministres dans le gouvernement actuel qui n'ont pas de raison d'être reconduits. Et je peux les citer. Oui. Cela dit, je reviens sur votre choix. Vous permettez. Non, vous avez parlé de la Poste. Nous n'aurons pas le temps. Vous le savez très bien. Oui, le temps passe. Oui, vous avez ouvert une brèche. Permettez que le professeur parle. En gouvernance d'État nous dise, est-ce qu'on peut dire que ces réformes ont abouti à des échecs et par conséquent, on devrait balayer les ministres?
Je ne suis pas tout à fait d'accord. Non, il ne sera pas d'accord sur le point. C'est un théoricien. Non, attendez. Allez-y. DP, attendez. Ce que je voudrais dire, c'est que je ne suis pas tout à fait d'accord sur le point selon lequel il faut changer systématiquement les ministres. Parce que, au moins, il faut lui reconnaître cela, le président de la République, la stabilité dans les nominations ministérielles, qui fait que parfois les ministres, le cabinet est complètement déconnecté des tumultes politiques. Je ne sais pas si vous voyez. Et ça permet donc de calmement travailler et d'aller de l'avant. Il faut le reconnaître que c'est positif. Par rapport à l'ancien temps où on a des remaniements presque tous les 3 mois. Je suis d'accord, professeur. Oui, et quand vous nommez un nouveau ministre chaque fois, vous ne savez pas, dans l'ancien temps, vous ne savez pas souvent ce qui anime le ministre quand il vient et quand il va commencer à se mettre en place. Moi, je pense que la stabilité qu'il apporte est une bonne chose. Maintenant, comme je le dis, il ne faut pas que cette stabilité structurelle soit une stabilité idéologique. Parce que l'idéologie qui a gouverné les 5 dernières années doit évoluer, selon moi. Okay. Et ça, c'est très important. Maintenant, par rapport à la Poste, si je vous le laissez poursuivre, oui, monsieur le professeur. Oui, par rapport à la Poste, moi, je crois que le président a quand même proposé quelque chose d'intéressant. Si la Poste aujourd'hui peut aller, donc, puisque la Poste a déjà tous ces démembrements dans toutes les régions du Bénin, la Poste donc peut servir vraiment de couloir de transmission de beaucoup de choses. Et comme il a surtout parlé de l'argent qui va circuler, l'amener au ministère des Finances, pour moi, ne pose pas problème. Ça ne pose pas problème. En réalité, l'idée qui anime au départ n'est pas le problème. C'est dans l'action, dans la mise en place des choses qu'il y a. Je ne sais pas si j'aurai encore la parole. Je ne sais pas si j'aurai encore la parole, mais avant de finir, la monopolise pas. Avant de finir, je voulais dire ceci. Je voulais dire ceci au DP. DP, je voudrais rappeler que il a fait le matin. Et avant de venir cela, il a été DP du matin aussi. Donc, c'est quelqu'un qui vraiment aime son métier. Et je voudrais demander, moi, je n'ai aucun statut pour le faire, mais demander au président de la République d'aider le DP à ouvrir enfin son journal. Vous voulez dire que le chef d'État a à voir avec la situation que... Je n'ai pas dit qu'il y a cause et effet entre le président de la République et ce qu'il vit, mais j'ai dit de l'aider. Il peut l'aider. Merci, mon professeur. Il a raison. Parce que j'ai gagné un procès, il faut laisser la justice. Mais qu'est-ce que le chef d'État vient voir? Non, DP. Tout ne peut pas se faire par la loi. Donc, moi, je voudrais qu'on adopte une démarche où on oublie le procès gagné et qu'on aille vers la résolution du problème. Ils ont institué un état de loi. Pas d'état de droit. Non, donc, ils n'ont qu'à respecter les lois qu'ils ont faites. Cela dit, la Poste. Oui, j'abonderai dans ce sens pour dire l'idée d'envoyer la Poste, de voir la particularité en tant que banque, manière de mobiliser l'argent au niveau des campagnes, ce n'est pas une mauvaise idée. La mettre au ministère des Finances, c'est oui, mais ce n'est pas une idée nouvelle. La Poste avait déjà une branche qu'on appelait les chèques postaux, et il y avait aussi la caisse d'épargne qui était dans presque toutes les régions, et certains pouvaient donner 1000 francs pour avoir leur... Donc ce n'est pas nouveau. Maintenant, la Poste n'a pas que vocation à développer l'argent. Il y a le côté courrier. Vous savez, en France, jusqu'aujourd'hui, le courrier se distribue par des facteurs à vélo. Ils vont dans presque toutes les maisons. Ne comparons pas la Poste des États-Unis. C'est un système complètement brouillon qui n'a pas réussi. Les Américains, le système anglo-saxon de la Poste a échoué. Et eux-mêmes le savent. Et le système francophone, c'est l'un des meilleurs systèmes, la Poste. Donc,
en tant que distributeur de courrier et surtout des colis. Aujourd'hui, on distribue les colis, encore on continue de recevoir des colis des États-Unis. C'est pour dire que voir la Poste en tant que banque, c'est bien, mais il n'y a pas que banque. Il y a l'aspect distribution du courrier, l'aspect proximité de l'information à donner aux citoyens. Merci. Je vous aurais donné encore plus de temps. Oui, j'en ai besoin. Terminé. Merci d'avoir été des nôtres, M. Vincent Folly. Merci à vous, professeur Paul-Marie Ouessou, chers téléspectateurs. Merci pour la complicité et la fidélité. À très bientôt pour notre plateau de 100% Guinée, toujours avec le même entrain. Au revoir.